je vais t'expliquer un modèle que j'ai créé qui me sert à apprendre ce que j'apprends, qui me sert à apprendre des nouvelles techniques, qui me sert à apprendre des nouveaux sujets. Bref, c'est mon modèle d'apprentissage. Ce modèle, comme tu as pu le voir sur la miniature, c'est celui-ci. À première vue, il est complexe. Il est super complexe à comprendre. Mais en fait, c'est juste parce que tu connais pas, tu ne comprends pas son fonctionnement. Une fois que tu auras vu cette vidéo en entier et que tu auras vu comment il fonctionnait, bah tu vas le voir le modèle. Ça va te paraître super simple, comme si tu étais en train de lire un livre. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin, je vais t'expliquer tout ça en détail. Bien sûr, je vais pouvoir rentrer dans les détails des détails parce que cette vidéo risque d'être très longue, mais déjà je vais essayer de t'expliquer globalement. Et on est parti. Juste avant, je voudrais te parler de quelque chose. Si tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu vas pouvoir rentrer ton adresse email et ainsi tu vas t'inscrire à ma newsletter. Mais pourquoi t'inscrire à cette newsletter? Eh bien, tu recevras des emails de manière régulière, je ne peux pas encore te dire la fréquence. Dans ces emails, tu recevras des informations inédites, des petites pépites que j'ai trouvées sur internet ou alors des réflexions que je me fais, ce genre de choses. Bref, des informations qui vont te permettre d'avancer. Et je citerai Michael Jordan, quand on lui demandait comment ça se fait qu'il était le meilleur, il répondait tout simplement qu'il arrivait à l'entraînement 5 minutes avant tout le monde et qu'il repartait 5 minutes après tout le monde. Bien, mes emails, c'est la même chose. T'es pas obligé de t'inscrire à mes emails, tu fais ce que tu veux, mais si tu t'inscris, tu auras ces petites informations supplémentaires qui te permettront de devenir le meilleur. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Faut que tu imagines en fait que c'est un jeu vidéo. Ici, on pourrait dire que c'est le début du niveau. Donc là, on a les sources d'informations. Ok? Puis, ces sources d'informations, je vais les modéliser par des petites boules bleues, comme tu peux le voir là. Ces petites boules bleues, elles vont devoir passer par ce petit chemin pour ensuite arriver ici. Une fois qu'elles sont arrivées dans cette grande salle, là, ces boules bleues qui sont ici, il faut que tu imagines qu'elles se transforment en ces patterns là, ces patterns verts et ces patterns rouges. Et nous, notre but, ça va être de prendre ces sources d'informations qui sont ici, de les transformer en boules bleues et de créer des patterns comme ça, des gros patterns verts. Ça, c'est le but du jeu. Maintenant, tout ça, ce que tu vois là, c'est ce qu'on va appeler la map. Donc tout ce machin là, c'est la map. Faut que tu comprennes, ton personnage, c'est le petit Y qui est ici, rose. Ton petit personnage, lui, il peut aller que ici, et aussi dans cette salle-là, mais sous certaines conditions qu'on verra plus tard. Il ne peut pas interagir avec la map, sauf sous certaines conditions qu'on va voir. Donc, il pourra interagir avec ces trappes-là. Ces deux trucs, c'est des trappes. S'il utilise certaines techniques, il pourra créer certaines choses en utilisant certaines techniques, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut, ton personnage. Il y a des règles, des contraintes qu'il va devoir respecter, que je vais t'expliquer, qui va lui permettre d'obtenir ce qu'il souhaite. On a également des petites chauves-souris, juste ici, qu'on pourra voir plus tard, qui sont en fait des vampires. Et ceci ne fait pas partie de la map, mais c'est une image pour imager pour que ce soit plus clair. Ok, on est parti. Les sources d'informations que tu prends, que tu utilises, que ce soit un livre, que ce soit parler à des gens, que ce soit regarder des vidéos sur YouTube, comme on peut voir là, ou regarder la télé, ces sources d'informations sont équivalentes. En fait, elles n'ont pas de valeur. Qu'est-ce que j'entends par là? La plupart des gens dans la pensée courante vont se dire que quand tu vas lire, ça va être quelque chose qui va t'apprendre beaucoup de choses. À l'inverse, quand tu vas regarder la télé, ça va être quelque chose qui va rien t'apprendre. Eh bien ça, c'est faux. Oublie complètement ça. En fait, à partir d'aujourd'hui, pars du principe que chaque chose que tu fais peut être une source d'information. Ça se trouve, tu vas aller te balader dans la forêt, tu vas voir un champignon et il va t'apprendre quelque chose. Ou alors tu vas sortir pour aller acheter ton pain et en fait tu vas aller parler avec quelqu'un et cette personne va t'apprendre quelque chose d'exceptionnel. Donc ne pars pas du principe que là quand tu lis un livre ça va être une source d'apprentissage exceptionnelle, mais si tu vas chercher du pain tu vas juste chercher du pain. Dis-toi plutôt que tout ce que tu fais peut être source d'apprentissage. Ok? Et arrête de mettre de la valeur sur différentes choses en fonction de leur niveau d'apprentissage. Ne te dis pas un livre peut m'apprendre plus que regarder la télé. Pourquoi ça? Ici sur le schéma que tu peux voir, juste petite précision, c'est en anglais comme tu peux le constater. Donc ça c'est les acronymes, enfin les débuts de lettres des mots en anglais. Donc là on a visuel,
auditif, heard, et kinesthésique. Ce sont nos 3 types de mémoire. Et en fait, en fonction des individus, on va avoir plus ou moins de facilité avec les mémoires. Par exemple, moi, j'ai une excellente mémoire auditive, mais à l'inverse, ma mémoire visuelle, elle est médiocre, pour rester poli. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'apprends quelque chose? Comme je sais que ma mémoire visuelle est médiocre et ma mémoire auditive est bonne, eh ben, je vais privilégier les sources d'informations telles que les vidéos YouTube, les podcasts, la télévision, même si je regarde pas la télévision, mais ça peut être si jamais toi tu regardes la télévision. Je vais aussi, quand je lis, lire à haute voix, comme ça je vais pouvoir entendre, mais je vais éviter tout ce qui va être juste lecture passive, lecture de blog, etc. Parce que je sais que ma mémoire est plus basée sur l'auditif. Donc adapte tes sources d'informations en fonction de ta mémoire. Et pour connaître ta mémoire, eh ben, faut que tu essayes. Je peux pas te donner une fiche technique de quel type de mémoire tu as. Faut que tu essayes de voir, est-ce que quand tu joues quelque chose, est-ce que quand tu joues pendant que tu apprends des cours, c'est plus simple, ça c'est plus kinesthésique. Est-ce que plutôt toi t'es genre lire et relire et relire et relire pour apprendre, ou alors est-ce que t'es plutôt parler avec des amis pour pouvoir mieux mémoriser. Essaye de voir ce qui te correspond le mieux et en fonction adapte tes sources d'informations. Ensuite on va avoir le 80-20 comme tu vas voir juste en haut. Ça, c'est la loi de Pareto. Pour faire très simple, 20% de tes sources d'informations vont t'apporter 80% de ton savoir. Je répète, 20% de tes sources d'informations vont t'apporter 80% de ton savoir. En fait, c'est un type qui s'appelle Pareto, qui est arrivé, et qui, c'était au 19e siècle, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ce gars, il a dit, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, 20% des personnes possèdent 80% des richesses. Et ça, il s'est rendu compte que ça s'appliquait à plein de domaines. Par exemple, 20% de tes vêtements, tu vas les porter 80% du temps. Ça s'applique, tu peux chercher sur internet loi de Pareto, à énormément de domaines, dont l'apprentissage. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de sélectionner les sources d'informations qui vont être le plus utiles, et même parmi ces sources d'informations, quand tu apprends un nouveau sujet, par exemple ça peut être le langage des signes, eh bien commence par apprendre ce qui va être essentiel. Ne t'attarde pas sur les petits détails inutiles, mais prends vraiment le global. En faisant ça, tu vas économiser énormément de temps, parce que tu vas prendre les 20% d'informations qui vont te servir dans 80% du temps. Maintenant, on va passer à cette partie-là, le input. C'est très simple. Dans le but du jeu, dans le fonctionnement du jeu, le input, c'est qu'en fait, il faut que tu imagines que ces sources d'informations là que tu vas regarder, elles vont passer, comme je t'ai dit, par les 3 types de mémoire, donc visuel, auditif, kinesthésique, et quand elles passent par ces mémoires, elles vont se transformer en petites boules bleues que tu vas voir là. Ensuite, on arrive sur le short term memory, la mémoire à court terme. Là, je vais t'expliquer le fonctionnement un peu plus en détail de cette salle. Tout d'abord, ici, tu peux voir qu'on a 4 petits ronds noirs. Ça, ce sont des spots, ce sont des emplacements. Et comme tu peux voir, il y en a 4. En fait, en fonction des études, ça varie. Il y en a qui disent que ça va de 2 à 4. Avant, on pensait que c'était 7. On s'est rendu compte que c'était plutôt 4. Moi, j'en ai mis 4. Qu'est-ce que c'est que ces 4 petits emplacements? C'est très simple. Dans ta mémoire à court terme, tu ne peux pas avoir plus de 4 informations à la fois. Tu vois, ces petites boules bleues là, tu peux en poser une ici, une ici, une ici, une ici, et c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que si une 5e boule bleue vient arriver sur ce petit emplacement, la petite boule bleue qui était juste là avant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller, hop, directement là, ce que j'ai mis dans la lave. Donc elle va juste disparaître. De ce fait, on souhaite avoir les 4 passerelles, les 4 plateformes disponibles quand on révise, quand on apprend des choses. Comment on va faire pour avoir les 4 plateformes? Eh bien, il va falloir éviter 2 choses. Premièrement, les distractions. Quand on va avoir par exemple notre téléphone qui va être posé à côté de nous sans le mode avion, alors là, déjà, le fait d'avoir notre téléphone posé, ça va prendre un emplacement parce qu'on va avoir notre œil qui va avoir notre mémoire, notre conscience qui va regarder le téléphone. Donc on va avoir un emplacement qui va être pris sur notre mémoire à court terme. Et en plus, si on n'est pas en mode avion,
on va recevoir des notifications, et là, mais c'est le jackpot, parce qu'en fait, on va avoir un autre emplacement qui va être pris par les notifications. Ce qui fait que juste le simple fait d'avoir notre téléphone posé nous prend 2 emplacements, et il nous en reste plus que 2 disponibles pour réviser. Autrement dit, on perd 50% de notre capacité d'apprentissage juste parce qu'on a notre téléphone posé à côté de nous. Ça, je dis ça pour le téléphone parce que c'est la source de distraction la plus courante, mais ça peut être n'importe quoi. Toute chose qui peut vous distraire va vous prendre des emplacements. Donc, premièrement, virez, détruisez les distractions. Ok ? Et deuxièmement, on va éviter, on ne va pas même faire de multitasking. Qu'est-ce que du multitasking ? C'est le fait de faire plusieurs choses à la fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous faites plusieurs choses à la fois, par exemple apprendre et en même temps conduire votre voiture, ou alors apprendre et faire la cuisine, vous allez tout simplement prendre 2 emplacements. Et c'est le même principe, quand vous cuisinez, vous allez avoir un emplacement qui va être pour la cuisine et un emplacement qui va être pour l'apprentissage et vous perdez de la capacité d'information. Donc bien sûr, vous pouvez le faire, vous pouvez cuisiner par exemple en écoutant un podcast, mais ayez conscience que vous serez moins performant que si vous avez vos 4 emplacements disponibles. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir une petite trappe ici. Il va falloir ouvrir cette petite trappe pour que les informations, les petites boules bleues juste là, puissent passer par la trappe pour passer par le filtre. Pour ça, comment on va faire ? Eh bien, encore une fois, c'est sur la map, grâce à la technique du recall. Quand vous venez de regarder une vidéo, quand vous venez de lire un chapitre d'un livre, quand vous venez d'avoir une conversation passionnante avec quelqu'un, quand vous venez de regarder un reportage, ou n'importe quoi d'autre, quand vous venez de finir une source d'apprentissage, ok ? Vous allez fermer la source d'apprentissage, là je prends l'exemple du livre du coup ou d'une vidéo, et vous allez vous dire, ok, j'ai 30 secondes pour me remémorer ce que je viens de voir. Par exemple, vous avez lu un livre, je sais pas, sur apprendre à écrire un scénario, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Vous fermez le chapitre du livre et vous vous dites, ok, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il dit ? Ah bah il dit le personnage. Ah il dit, il faut qu'il ait ça le personnage. Il faut qu'il ait ça. Il faut qu'il ait ça. Et vous faites ça. Si jamais vous avez un trou de mémoire, eh bien, vous rouvrez le chapitre, vous regardez là où vous avez eu le trou de mémoire, vous refermez le livre et vous recommencez à faire les 30 secondes depuis le début. Donc vous recommencez. Ok, là j'ai le personnage, il faut qu'il ait cette qualité. Ah, je me souviens plus de la 3e qualité. J'ouvre le livre. Ah, c'était ça la 3e qualité. Je referme le livre. Ok, le personnage, il faut qu'il ait cette qualité. Il faut qu'il ait ce défaut et ce défaut. Et là, vous vous remémorez, vous refaites le chapitre en 30 secondes environ. Ça a 2 avantages. Premièrement, eh bien, ça va ouvrir la trappe dans notre jeu qui va nous permettre d'avoir la suite de l'information. Bien évidemment, c'est une image, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à notre mémoire à long terme. C'est pour que vous compreniez mieux. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, quand vous allez faire cette technique du recall, quand vous allez commencer à lire un livre, quand vous allez commencer à regarder une vidéo, avant même de regarder la vidéo, votre cerveau va se dire inconsciemment quelles sont les informations que je dois placer dans les 30 secondes. Qu'est-ce qui est essentiel que je dois prendre et que je dois syntaxer, que je dois résumer pour pouvoir le garder. Et ainsi, votre cerveau, quand vous faites la chose, va faire le travail de prendre ce qui est essentiel pour après pouvoir le placer dans les 30 secondes. Bien sûr, quand vous utilisez cette technique, quelque chose de très important, faites-le à chaque fin de vidéo ou à chaque fin de chapitre. Moi-même, je suis comme ça, en tout cas j'étais comme ça. À chaque fois que je regardais des vidéos, je la regardais en fond, puis je passais à la vidéo suivante. Faites l'effort, s'il vous plaît, de prendre 30 secondes entre 2 vidéos pour juste vous remémorer ce que la personne a dit dans la vidéo. Et vous verrez en faisant ça, vous allez pouvoir ouvrir la trappe et ça va vous être d'un bien fou. Une fois que vous avez fait le recall et que la trappe est ouverte, vous arrivez dans ce qu'on appelle le filtre, dans ce que j'appelle le filtre. Mais attention, parce que quand vous arrivez dans ce filtre juste là, il va se passer quelque chose avec le fake memory. Qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Dans le fonctionnement du jeu, en fait, la boule qui est ici, elle va se faire aspirer jusqu'à ce niveau-là, mais quand elle va arriver ici, à cette sorte de dessin là que je considère comme une trappe, une autre trappe, c'est pour ça qu'elle est différente des 2 qui sont ici, et bien en fait cette boule, il faut que vous imaginiez qu'elle se duplique, donc l'information littéralement se duplique, et elle va venir se placer dans la fake memory. Donc en fait au final, imaginons que ça va être, je sais pas, un mot en anglais, ce mot en anglais il va aller d'ici à ici, ici il va se dupliquer et il va arriver ici, donc on va se retrouver à avoir ce mot en anglais ici et ici.
Et là, on arrive dans la fake memory. Et c'est en fait l'illusion de compétence. Qu'est-ce que c'est que ce machin? L'illusion de compétence, c'est quand par exemple, vous avez fait une flashcard. Une flashcard, c'est quand vous prenez un petit papier, vous écrivez au recto une question et que vous écrivez au verso une réponse. De toute façon, on y revient après. Vous avez une flashcard, vous regardez votre papier, par exemple, un mot en français vous devez traduire en anglais, je sais pas, genre beau, et vous vous dites et vous retournez la carte, vous voyez beautiful, et vous dites ah oui, je le savais. Et bien là, vous êtes en plein dans l'illusion de compétence. Qu'est-ce qui se passe quand on reprend le jeu? En fait, en ayant retourné votre flashcard, vous avez cette petite trappe ici qui s'est ouverte, qui est venue se mettre ici. Donc, clac, elle s'ouvre. Et à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, votre personnage ici peut aller dans la mémoire, la fausse mémoire. Mais c'est seulement quand la trappe est ouverte, donc quand vous retournez la carte. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez l'impression que vous connaissez l'information, puisque vous êtes arrivé dans ce que vous pensez être, vous, votre mémoire à long terme. Mais en fait, non. En fait, vous avez ouvert la trappe, vous êtes arrivé dans votre fausse mémoire, votre cerveau ne fait pas la différence. Sauf que quand vous arrivez, par exemple, le jour de votre contrôle, et que vous revoyez le mot beau, là, vous ne pouvez pas ouvrir la trappe qui est ici, parce que vous ne pouvez pas retourner cette carte. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne connaissez pas cette information, mais que vous pensiez la connaître. C'est l'illusion de compétence, et c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Il y a deux cas très courants de l'illusion de compétence. Premièrement, c'est penser connaître une information parce qu'on la reconnaît. Par exemple, comme je vous l'ai dit, vous retournez la flashcard et là vous vous dites « Ah oui, je m'en souvenais ». Ça, c'est le premier cas, alors qu'en fait, vous ne vous en souveniez pas. Et le deuxième cas, c'est quand vous comprenez une conclusion. Eh bien, ça ne veut pas dire que vous comprenez le cheminement pour arriver à cette conclusion. Par exemple, vous comprenez la fin d'un théorème de maths, et bien pour autant, ça ne veut pas dire que vous avez la compétence pour démontrer tout le théorème jusqu'à arriver à la conclusion. Ça, ce sont les deux plus gros cas d'illusion de compétence. Donc faites attention à ça, quand vous apprenez quelque chose, attention à l'illusion de compétence, ne vous contentez pas de retourner la carte et vous dire « Ah oui, je le savais », mais vraiment, dites-vous « Ok, est-ce que je le sais ?» Et si vous ne trouvez pas la réponse, c'est que vous ne le savez pas, ou en tout cas que vous ne le savez pas bien. Ça, c'est pour la mémoire, la fake memory. Et ici, on peut voir qu'il y a de la lave. Pourquoi? Parce que fréquemment, je ne connais pas la fréquence exacte, mais il y a de la lave qui vient se déverser dans votre fake memory et dans votre filtre en même temps, et qui vient tout simplement détruire toutes les informations. Et à ce moment-là, vous ne possédez plus ces informations, et donc ça revient à avoir la mémoire à court terme et à pas avoir les informations du tout. Ici, on va devoir ouvrir la trappe, cette petite trappe qui est juste là. Et pour ça, va falloir tout d'abord savoir face à quel type d'information on se trouve. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, vous pouvez voir la petite boule bleue, et en dessous, vous pouvez voir un F et un C. Parce qu'en fait, on va avoir deux types d'informations. On va avoir le fait, le F juste ici, et le concept, le C juste ici. Qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux? Très simple. Un fait, c'est quelque chose qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Par exemple, le nom de cette partie du visage, c'est le nez. On le sait ou on le sait pas. Mais un concept, ça va être quelque chose qu'on va expliquer. Par exemple, comment fonctionne notre système respiratoire. Et bien là, ça va être quelque chose qu'on va devoir expliquer, qu'on va devoir développer. Ça, on va pas pouvoir dire précisément « Ah, c'est vrai ou c'est faux ». Parce qu'il va peut-être y avoir des choses qu'on va dire qui sont vraies, peut-être y avoir des choses qu'on va dire qui sont fausses. Mais ça va pas être du noir ou blanc. Ok? Donc, quand vous arrivez face à ce filtre-là, vous allez devoir vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train d'apprendre, c'est un fait ou est-ce que c'est un concept? Et en fonction de la réponse, pour ouvrir la trappe, il va falloir utiliser soit la technique du Mind Palace pour un fait, soit la technique FAST pour un concept. Pour ce qui est du fait, la technique du Mind Palace, je ne vais pas la développer en détail dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des liens en description si vous voulez aller plus en détail dans la technique du Mind Palace. Moi, je vais vous contenter de vous donner l'exemple, un exemple très global. Donc qu'est-ce que c'est que le Mind Palace grossièrement? C'est que vous allez vous imaginer une pièce avec laquelle vous êtes familier. Ça peut être votre chambre, ça peut être
un palais, si vous habitez dans un palais, ça peut être, je ne sais pas, votre jardin, votre lycée, votre collège, votre lieu de travail, peu importe. Mais une pièce que vous connaissez par cœur, ok? Et dans cette pièce, vous allez vous placer des emplacements. Par exemple, moi si je prends ma chambre, la lampe, ça va être mon premier emplacement. Mon lit, ça va être mon deuxième emplacement. Mon ordinateur, ça va être mon troisième emplacement, etc., etc. Et vous allez vous placer comme ça une dizaine d'emplacements. Et quand vous allez vous vouloir mémoriser un fait, tout d'abord, vous allez mettre une image sur ce fait. Par exemple, si vous voulez apprendre en japonais, le mot king, donc roi, ça se dit O. Ok? Eh bien, O, c'est un O, ça peut ressembler à des toilettes, la forme des toilettes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est associer ce fait avec le roi et les toilettes. Vous imaginez un roi qui s'assit sur des toilettes. Et ce roi qui s'assit sur des toilettes, vous allez le placer dans votre Mind Palace, à l'emplacement que vous voulez. Par exemple, imaginez qu'à la place de votre lampe, là vous vous réveillez le matin, vous regardez dans votre Mind Palace et vous voyez quoi? Un roi qui est en train de tenir une lampe comme ça, assis sur des toilettes. Et bien là, vous avez placé cette image du roi, et ainsi vous allez pouvoir mieux retenir. Ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment globalement. Je vous mettrai des vidéos plus détaillées pour que vous compreniez mieux le système du Mind Palace. On va voir le concept. Là, on va utiliser la méthode FAST. C'est un acronyme pour Forget, Active, State et Teach. Tout d'abord, Forget, qui veut dire oublier. Qu'est-ce que ça veut dire oublier? Deux choses. Premièrement, oubliez tout ce que vous savez déjà. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, des fois, quand vous voulez apprendre une compétence ou quand vous voulez apprendre quelque chose, vous savez déjà des choses à l'avance qui sont fausses ou qui sont plus d'actualité aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple des neurosciences. En moyenne, tous les 70 jours, on découvre des nouvelles choses sur les neurosciences et ce qu'on savait déjà avant est modifié. Donc il faut se mettre régulièrement à jour. Et bien si je suis avec mes anciennes croyances de « Ah ouais, je savais déjà ça », eh bien c'est pas forcément vrai. Donc vous allez vous embrouiller, vous allez perdre du temps, ça va pas forcément être clair dans votre tête. Donc partez du principe que dès que vous regardez une vidéo, dès que vous regardez quelque chose de nouveau, dès que vous lisez un livre, quoi que ce soit, oubliez tout ce que vous savez avant jusqu'à présent, et pour commencer, prenez ce que l'auteur vous dit, puis une fois que vous avez appris, vous le mettez en opposition avec ce que vous saviez déjà avant, et à ce moment-là, vous allez faire le travail de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, etc. Mais ne le faites pas pendant que vous êtes en train d'apprendre, parce que ça va juste être un frein à votre apprentissage. Et forget, c'est également pour vos croyances limitantes. J'ai déjà parlé plusieurs fois des croyances limitantes sur la chaîne. Pour faire simple, les croyances limitantes, c'est des croyances que vous avez qui vous limitent, d'où le terme croyance limitante. Par exemple, le fait de vous dire « je suis timide ». C'est une croyance, c'est vous-même qui vous êtes dit « je suis timide ». Et ça peut vous limiter. Ça vous limite dans certains cas de votre vie. Eh bien, vous pouvez également avoir des croyances limitantes par rapport à l'apprentissage. Par exemple, vous dire « je suis pas assez bon pour apprendre ça, j'ai pas une bonne capacité d'apprentissage, etc. etc. » Bien, oubliez tout ça, vous ne savez pas si c'est vrai, vous ne savez pas si c'est pas vrai. Tout ce qui vous embête, tout ce qui vous encombre, hop là, vous le virez, vous le mettez de côté. Oubliez toutes ces croyances limitantes qui ne vous sont pas utiles pour l'apprentissage. Maintenant, on a le A pour Active and Ask. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on a ce qu'on appelle la pyramide de Dale. Cette pyramide, elle nous montre que quand on est dans un état passif d'apprentissage, au maximum, on va retenir 75% de l'information. Au maximum. A l'inverse, quand on est dans un état actif, au minimum, on va retenir 75% de l'information. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence. Le fait d'être dans un état actif, ça va faire que, au minimum, vous aurez 75% de l'information. Qu'est-ce que c'est qu'un état actif? Un état actif, ça va être par exemple poser des questions, prendre des notes mais en réfléchissant à ce que vous prenez, pas juste prendre des notes par rapport à ce que la personne dit. Ça va être prendre des notes en mettant vos mots sur les notes. Ça va être faire des recherches annexes, ça va être se poser des questions dans votre tête et poser des questions. Donc quand votre professeur vous dit quelque chose et que vous ne le comprenez pas, ne vous contentez pas de vous dire « bon, tant pis ». Non, allez le voir, que ce soit directement ou à la fin du cours. Posez-lui des questions. Dites-lui « ça, j'ai pas bien compris. Ça, c'était pas clair. Est-ce que vous pourriez revenir sur ça ?» Quand vous regardez une vidéo d'un youtubeur et qu'un passage de la vidéo n'était pas clair, mettez un commentaire. Dites-lui « à ce moment-là, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ?»
Ou alors, allez chercher sur internet pour vous complémenter. Ce passage-là, j'ai pas bien compris. Ah, je vais aller me renseigner davantage. Soyez actif dans votre apprentissage. Ok? Ensuite, on va avoir le S pour state. State, c'est l'état. Soyez dans un état dans lequel vous avez envie d'apprendre. Si vous êtes dans un état dépressif, si vous êtes complètement déprimé, si vous n'avez pas le moral, si vous êtes fatigué, n'apprenez pas. Vous allez juste perdre un temps fou. Ça ne vous servira à rien, en tout cas pas à grand chose. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas l'envie, si vous êtes démoralisé, faites autre chose, détendez-vous et vous reviendrez demain pour apprendre. Parce que si vous ne voulez pas du tout apprendre, votre cerveau ne va pas pouvoir mémoriser, ou en tout cas il va mémoriser très peu, et ça va être très peu efficace. Donc soyez dans un état où vous avez envie d'apprendre. Et enfin, le T de fast, c'est le plus important, c'est pour teach. Teach, ça veut dire apprendre. Apprendre aux autres. Ça, c'est l'astuce, c'est la petite pépite. Enseignez aux autres ce que vous apprenez. Et comment être sûr pour que vous enseignez bien? Vous allez utiliser la technique de Feynman. Qu'est-ce que c'est que cette technique? 4 points. Premièrement, choisissez un sujet que vous voulez apprendre, un concept que vous voulez apprendre. Souvenez-vous, concept, quelque chose qu'on peut expliquer. Par exemple, apprendre à apprendre. Voilà, concept, vous choisissez ce concept. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, renseignez-vous. Apprenez des choses. Allez chercher des sources d'informations. Faites tout ce que je vous ai dit précédemment. Allez lire des livres, regardez des vidéos. Renseignez-vous. Ok? Troisièmement, alors là, on va être dans 2 cas de figure. Soit vous avez des amis sous la main, soit vous êtes seul. Mais dans les 2 cas, c'est le même fonctionnement. Si vous avez des amis sous la main, alors allez leur apprendre ce que vous avez appris précédemment. Enseignez-leur ce que vous venez d'apprendre il y a un jour, il y a 2 jours. Et si vous n'avez pas d'amis, eh bien imaginez que vous avez face à vous des amis, et là levez-vous et pareil, imaginez que vous leur expliquez quelque chose, même s'ils ne sont pas là. Ok? Ça c'est le 3e point. Et le 4e point, ça va être que dès que vous bloquez sur quelque chose, donc vous êtes en train de leur expliquer quelque chose, ou vous imaginez que vous êtes en train de leur expliquer quelque chose, et que vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de dire c'est pas clair, ou même que vous vous souvenez plus, ou que vous ne savez pas trop, vous comprenez pas trop ce que vous dites, eh bien, retournez à l'étape 2, qui est renseignez-vous, prenez ces blancs que vous avez eus et allez chercher pour les compléter, pour ne plus être bloqué, et recommencez à faire l'étape 3 et l'étape 4, jusqu'à ce que ce soit bon. Donc je répète, étape 1, vous choisissez un sujet, étape 2, vous vous renseignez sur ce sujet, étape 3, vous expliquez ce sujet, étape 4, vous regardez si vous avez aucun moment où vous bloquez, et si vous avez un moment où vous bloquez, vous retournez à l'étape 2 qui est de se renseigner sur les trous manquants, les moments où vous avez bloqué, pour pouvoir être sûr que quand vous arrivez à l'étape 4, tout soit clair. Et le plus important, c'est de l'expliquer comme si vous l'expliquiez à un enfant de 7 ans. Quand vous expliquez le sujet que vous êtes en train d'apprendre, expliquez-le de manière à ce qu'un enfant de 7 ans puisse le comprendre. Pourquoi ? Parce que si vous l'expliquez à un enfant de 7 ans, donc avec des mots simples, ça veut dire que vous comprenez bien votre sujet. Et retenez bien cette phrase. Si ce n'est pas clair dans sa tête, ce n'est pas clair dans votre tête. Vous venez de débloquer la mémoire à long terme. Là, à ce stade, si vous avez fait le recall, si vous avez fait le fast, si vous avez choisi les bonnes sources d'informations, vous avez fait le 20% qui vous rapporte 80%, là, je peux vous dire que déjà, votre information, elle est dans votre mémoire à long terme. Donc ici, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, cette boule bleue va se transformer en pattern, soit vert, soit rouge. Je vais vous expliquer le fonctionnement de cette salle. C'est la salle avec le plus d'informations, mais c'est également la plus intéressante. Ici, notre but, ça va être de créer un gros pattern, comme ceci. Quand votre boule d'information arrive, elle va créer des patterns, mais qui vont être très fins, comme vous pouvez le voir ici. Des patterns de couleur rouge et vert. Et nous, on va utiliser différentes techniques pour faire grossir ces patterns. Pourquoi on va chercher à faire grossir ces patterns ? Eh bien, parce qu'on a des vampires dans notre tête. Alors je vous rassure, c'est une image, on n'a pas littéralement des vampires dans notre tête. Mais dans le jeu, on a des vampires, juste ici,
Et ces vampires, ils vont avoir une particularité, c'est qu'ils ont besoin de vivre. Et pour ce faire, eh bien, ils vont devoir aspirer des patterns pour pouvoir survivre. Donc vous pouvez le voir, c'est représenté par ces petites flèches jaunes ici, ici et ici. Et ces vampires, ils ont une autre petite particularité, c'est qu'ils préfèrent les patterns rouges aux patterns verts. Qu'est-ce que c'est que les patterns rouges et les patterns verts? Eh bien, c'est très simple. Les patterns rouges, c'est les choses que vous avez appris, c'est mieux, mais que vous n'aviez pas envie d'apprendre. Ça peut être par exemple votre leçon de maths, que vous avez répété, et qui par miracle est arrivé dans votre cerveau à long terme. Ou alors ça peut être votre cours d'histoire, ou n'importe quoi. Quelque chose que vous avez appris parce que vous étiez contraint de le faire, mais que vous n'aviez pas du tout envie d'apprendre. Eh bien ça, c'est un pattern rouge. Et les vampires, ils adorent les patterns rouges. Dès qu'il y a un nouveau pattern rouge qui arrive, les vampires, ils vont s'empresser d'aller sur lui pour pouvoir se nourrir avec, pour le faire disparaître. Le mieux, c'est d'avoir des patterns verts dans notre tête, donc d'apprendre des choses que l'on aime, parce qu'elles resteront beaucoup plus longtemps. Pour lutter contre ces vampires, on va avoir deux méthodes. En fait, il y en a plein, mais moi je vous en donne deux que j'utilise, que je trouve qui sont les meilleures, en tout cas pour moi, mais il en existe bien évidemment d'autres. Premièrement, ça va être les spaced repetition. Qu'est-ce que c'est que ça? La répétition espacée. C'est très simple. C'est tout simplement prendre ce que vous avez appris et le relire de manière régulière, de manière espacée. Pour ça, il existe une application qui s'appelle Anki. Je vous mettrai le lien en description pour la télécharger. Et cette application, en fait, elle va faire le travail de spaced repetition à votre place. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer des flashcards. La flashcard, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être une feuille qui va être recto verso. Là, bien sûr, c'est une application, donc c'est sur votre ordinateur. Mais vous allez prendre, par exemple, sur votre recto, vous allez rentrer un mot en français. Et sur votre verso, vous allez mettre un mot en anglais. Et quand vous allez lancer l'application va vous faire apparaître le mot en français dans un premier temps. Vous allez dire à haute voix le mot en anglais, puis vous cliquez sur regarder la réponse, et vous allez voir le verso apparaître pour voir si c'était bon. Et ensuite, l'application va vous mettre le verso, et vous allez cliquer pour voir si vous le dites, vous cliquez, vous regardez si vous connaissez le recto. Et c'est l'application qui calcule tout seul, en fonction de si vous aviez raison ou non, le moment où la carte va revenir. Donc si vous avez bon par exemple 3 jours de suite, eh bien l'application va vous le remettre au bout de 3 jours. Mais si vous avez bon 3 jours de suite et que vous vous trompez, elle va continuer à vous le remettre tous les jours. Ok, donc ça c'est l'application Anki. Et pour ça, plus vous allez faire des bonnes flashcards, plus vous allez pouvoir les retenir. Pour faire des bonnes flashcards, on va utiliser la méthode OneFoil, qui signifie une feuille en français. C'est encore une fois un acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire OneFoil? Le 1, c'est pour une question par flashcard. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous tout à l'heure de l'illusion de compétence qui a été représentée par la fake memory. Si vous posez une question avec plusieurs réponses. Par exemple, je ne sais pas, quelles sont les dates importantes de la Seconde Guerre mondiale en question, et en réponse, vous mettez plusieurs dates. Et bien en fait, vous allez arriver sur votre flashcard, et par exemple, vous allez dire, on va avoir la prise de la Bastille, on va avoir telle date, on va avoir telle date. Et vous allez retourner la carte, vous allez voir que vous aviez 3 réponses justes, et la quatrième, vous l'avez oubliée. Mais vous allez lire la quatrième, vous allez vous dire, ah, je le savais. Et là, souvenez-vous, vous ne le saviez pas, vous pensez que vous le savez, et vous êtes dans la fake memory. Donc pour éviter ça, pour éviter le « Ah, je le savais », mettez une question et une réponse par flashcard. Ensuite, le F pour funny. Créez des flashcards drôles. Pourquoi? Quand vous rigolez, il va y avoir de la noradrénaline qui va être créée dans votre cerveau. La noradrénaline, c'est la glu de votre cerveau. C'est ce qui va vous permettre de coller vos informations dans votre cerveau. En créant de la noradrénaline, donc en rigolant, vous allez beaucoup mieux retenir les informations. Donc essayez de mettre des choses rigolotes sur vos flashcards. Essayez de les rendre amusantes pour que quand vous les voyez, vous ayez au moins un sourire ou un rire. Ensuite, on va voir le O pour odd. Odd, ODD, qui signifie bizarre en anglais. Plus la flashcard va être bizarre, plus elle va être loufoque, mieux votre cerveau va pouvoir la retenir, parce qu'il ne va pas être habitué à ça. Donc ça va être plus simple pour lui de retenir la flashcard si elle est loufoque. Le I va être pour image. Comme on l'a vu avec le Mind Palace,
votre cerveau retient beaucoup mieux les images. Pourquoi? Parce qu'il peut se les représenter mentalement. Et comme il peut se les représenter mentalement, ça va être beaucoup plus simple pour lui de pouvoir se les visualiser et de pouvoir les retenir. Donc si vous le pouvez, si vous avez des idées, si vous trouvez quoi faire, essayez de rajouter des images. Par exemple, si vous apprenez un mot français-anglais, essayez de rajouter l'image du mot. Par exemple, si vous prenez poule avec, je sais pas comment on dit poule, poulet on va dire, chicken, rajoutez un poulet. Et pour finir, le L qui va être pour loudly. Dites les cartes à haute voix. Souvenez-vous, on a 3 types de mémoire, visuelle, auditif, kinesthésique. Bien sûr, certains ont des mémoires meilleures que d'autres. Mais tant qu'à faire, autant combiner 2 types de mémoire, à savoir visuel et auditif. Et donc le fait de dire les flashcards à haute voix va non seulement engager votre mémoire visuelle, mais également votre mémoire auditive, et donc vous les retiendrez mieux. La deuxième technique, qui est juste en bas ici, c'est l'émotionnel. Souvenez-vous d'un film que vous aimez, souvenez-vous d'un film que vous avez adoré. Eh bien, je suis convaincu à 100% que ce film vous l'avez aimé parce qu'il y avait des scènes qui étaient fortes. Peut-être des scènes qui vous ont fait rire, des scènes qui vous ont fait pleurer, des scènes qui vous ont révolté, des scènes qui vous ont rempli d'une joie immense. Mais quoi que ça fasse, c'était des scènes qui vous ont créé des fortes émotions. Personne parmi vous adore un film juste parce que les plans sont bien tournés, juste parce que à ce moment-là, waouh, le passage de cette scène-là à cette scène-là était fait avec une transition que je n'avais jamais vue auparavant. Certes, ça peut être des détails qui vont être ajoutés, qui vont faire que vous allez apprécier encore plus l'œuvre, mais si l'œuvre est pourrie, elle ne crée aucune émotion en vous, que c'est plat du début à la fin avec des transitions sublimes, vous n'allez pas vous en rappeler, parce que il n'y avait aucune émotion créée en vous. Donc, votre objectif, ça va être de créer des émotions pendant votre apprentissage. Première technique, première méthode, ça va être avec le rire, comme on l'a vu pour les flashcards. Essayez de créer quelque chose de drôle quand vous apprenez. Je ne peux pas vous donner d'exemple parce que ça dépend de ce que vous apprenez, mais essayez de rajouter de l'humour quand vous apprenez pour pouvoir rigoler, pour pouvoir mieux mémoriser avec la noradrénaline et tout ce qu'on a vu jusqu'avant. La deuxième chose, ça va être de créer un jeu, comme je suis en train de le faire exactement actuellement avec vous. C'est ce qu'on appelle la gamification. Vous pouvez le voir, chercher encore une fois sur internet. Je vous mettrai des vidéos de gamification si j'en trouve ou des articles pour vous renseigner davantage si le sujet vous intéresse. Et enfin, troisième chose, ça va être le story. Story pour des histoires. Racontez des histoires, racontez-vous des histoires par rapport à vos cours, par rapport à ce que vous voulez apprendre, qui vont vous permettre de mieux mémoriser. Par exemple, là j'ai l'exemple d'un cours d'histoire. Si vous avez un cours d'histoire, essayez de raconter une histoire à l'intérieur de l'histoire, qu'on ne vous contentez pas vous dire « alors les soldats ils ont fait ça, ils ont fait ça ». Non, imaginez, vous êtes un soldat de la Première Guerre mondiale. Alors vous fermez les yeux, vous vous visualisez avec votre équipement, avec votre tenue. Et là, vous commencez à vous déplacer sur les rangs. Alors, vous avez peur, vous avez votre cœur qui se serre. Forcément, vous avez une énorme tension puisque vous ne savez pas si vous allez continuer à vivre. Tout en fermant les yeux, vous commencez à voir la scène en face. Vous pouvez voir au loin un panneau, vous voyez Austerlitz. Je sais plus les noms, mais je suis très très mauvais en histoire. Bref, vous voyez Austerlitz. C'est la ville allemande, vos ennemis numéro 1. Enfin bref, essayez de créer une histoire qui va vous permettre de vous rappeler de vos cours d'histoire. Pour ça, je vais vous donner quelques éléments pour avoir une bonne histoire. Premièrement, le VACOG. Qu'est-ce que c'est que le VACOG? C'est le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Vos 5 sens. Rajoutez des sens dans votre histoire. Quand vous fermez les yeux, que vous créez votre histoire, rajoutez des sens comme je l'ai fait. Voyez, décrivez en détail quelles sont les couleurs, quels sont les petits éléments, qu'est-ce qui va faire qu'il va avoir les petits détails qui vont faire que vous allez bien visualiser la scène. Auditif, qu'est-ce qui se passe à la guerre? Quels sont les bruits? Il y a des explosions de partout, vous entendez les cris de vos amis qui sont en train de souffrir. Kinesthésique, qu'est-ce que vous ressentez? Vous sentez le toucher de votre arme dans vos mains. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même? Olfactif, le haut. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez le soufre, vous sentez les balles, l'odeur des balles désagréables, le sang, vous sentez la terre sèche. Toutes ces odeurs qui vous donnent, qui vous font mal à la tête. Et enfin, gustatif. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre bouche? L'odeur, c'est pâteux, vous avez votre salive qui est sèche, vous avez mal à la gorge.
créer, rajouter des sens. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vivez votre histoire à la première personne. Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes dans la scène. Vous faites partie du décor. Et en faisant ça, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus impliqué, beaucoup plus concerné, et ainsi, vous allez beaucoup mieux retenir. Et enfin, le troisième point, pour avoir une bonne histoire, pour bien se souvenir de l'histoire, rajoutez des émotions. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que vous êtes stressé? Rajoutez des émotions qui vont vous permettre de mieux mémoriser votre histoire. Félicitations, nous venons de terminer le fonctionnement de la map. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous savez désormais apprendre à apprendre. Vous savez comment prendre une source d'information, utiliser la bonne mémoire, vous savez comment fonctionne la mémoire à court terme avec les 4 spots et au bout de 5e, on vire dans la lave. Vous savez comment ouvrir cette trappe avec la méthode Recall qui est se remémorer 30 secondes dès que vous regardez une vidéo ou quoi que ce soit, ce que vous venez de voir. Vous comprenez le fonctionnement de la fake memory et qu'il faut s'en méfier. Vous savez comment ouvrir cette trappe en fonction si c'est un fait ou un concept. Le fait, on utilise le Mind Palace et le concept, on utilise la méthode FAST. Forget, Active and Ask, State, Teach. Et si vous savez ce que c'est que ces chauves-souris, vous savez comment créer des gros patterns et pourquoi vous créez des gros patterns par rapport aux chauves-souris. Donc vous utilisez soit la méthode Space Repetition avec créer des bonnes flashcards, donc one foil, une question, une réponse, funny, bizarre, imagé et le dire à voix haute, ou alors vous utilisez les émotions avec, vous pouvez utiliser le rire, vous pouvez faire de la gamification, faire en sorte que ça soit un jeu votre apprentissage, ou alors racontez-vous des histoires, et ainsi vous avez pu créer votre gros pattern. Et pour finir, je vais vous expliquer le petit coin là en haut à droite, qu'est-ce que c'est que ces machins, c'est des petits bonus qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux le fonctionnement de votre cerveau. Tout d'abord, on a le focus et le diffuse. Ce sont deux modes dans votre cerveau. Vous ne pouvez pas activer les deux en même temps. Cette petite flèche que vous voyez là, c'est un levier. Ce qui signifie que vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche, mais pas les deux. Qu'est-ce que c'est que le diffuse mode? Qu'est-ce que c'est que le focus mode? Tout ça là, ce sont des petites neurones. Tous les petits points bleus, les petites neurones représentés dans votre cerveau. Quand vous êtes en focus mode, en fait, vous allez prendre une zone spécifique de votre cerveau, cette zone-là par exemple, et vous allez la voir en détail, la zone. C'est-à-dire que dans cette zone-là, vous allez voir chaque petit élément, chaque petite neurone, chaque petit lien neuronal, chaque petite synapse qui vont vous permettre d'avoir l'information que vous souhaitez dans cette partie-là. Mais le problème du focus mode, c'est que si vous souhaitez avoir une information qui se situe ici, eh bien, vous aurez beau chercher en profondeur dans cette zone-là, vous ne trouverez jamais l'information. Et c'est à ça que sert le diffuse mode. Le diffuse mode, ici, c'est un mode où en fait, votre cerveau est maître, il fait ce qu'il veut. Vous vous dites, je te laisse choisir. Et là, votre cerveau, il va aller ici, il va partir là, il va faire ouh, il va aller un peu partout. Il va pas rester, il va aller à droite, à gauche, un peu dans toutes les neurones. Et de cette manière, vous n'allez pas avoir une zone précise en détail, vous allez avoir tous les éléments de la zone. Mais vous allez aller un peu à droite, un peu à gauche, un peu dans toutes les parties de votre cerveau. Et à un moment, si vous cherchez une information, eh bien, cette information se situe dans votre cerveau. Le cerveau va passer par cette information et il va vous l'offrir. Et ça, c'est le diffuse mode. Alors, comment passer du focus mode au diffuse mode? Eh bien, le focus mode, c'est quand vous êtes concentré sur une tâche. Quand vous faites quelque chose, que vous avez toute votre attention sur cette tâche-là, par exemple résoudre un problème mathématique, et que toute votre attention est sur cette tâche. Et pour passer en diffuse mode, eh bien, il vous suffit tout simplement de relâcher. On peut avoir plusieurs méthodes. Une méthode que j'utilise, ça va juste être de décrire ce qui se passe autour de vous pour arrêter de penser à ça et penser à autre chose. Par exemple, vous avez votre problème et vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Alors là, j'ai une lampe, la lampe elle est rouge, elle m'éclaire, je vais avoir ce machin, je vais avoir ça, l'ordinateur. De cette manière, en décrivant, vous vous mettez dans le moment présent et vous arrêtez de penser à votre problème, etc. Une autre méthode, ça va juste être de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Et vous relâchez tous vos membres. En faisant ça, en fait, vous relâchez, vous n'êtes plus dans le focus, mais vous êtes dans le diffuse mode. Et là, votre cerveau va pouvoir aller un peu à droite, un peu à gauche.
qu'est-ce que c'est que le Pomodoro? Ces petites 25 minutes. En fait, votre cerveau, au bout de 25 minutes en focus mode, très important, au bout de 25 minutes de focus mode, il va être de moins en moins efficace. C'est-à-dire que si votre focus mode, c'était une image que vous regardiez, ok, donc on prend une image, je sais pas, par exemple, c'est une photo de plage, eh bien, vous allez pouvoir voir tous les détails pendant 25 minutes, et au bout de 25 minutes, il va y avoir des détails qui vont commencer à disparaître. Vous allez plus pouvoir voir, par exemple, vous allez plus pouvoir voir en détail les vagues, puis vous allez commencer à ne plus voir les couleurs, etc., etc. Et ça descend très rapidement à partir de 25 minutes. Donc faites attention. L'idée pour contrer ça, c'est tout simplement de faire une pause toutes les 25 minutes. Vous faites une pause d'environ 5 minutes toutes les 25 minutes où vous vous mettez en diffuse mode. De cette manière, c'est comme si vous arrêtez de regarder l'image, vous la posez sur le côté, vous fermiez les yeux, vous faisiez autre chose et puis vous repreniez l'image et à nouveau, vous avez tous les détails qui apparaissent. Ça, c'est la technique du Pomodoro. Ça s'appelle un Pomodoro, qui est faire des sessions de 25 minutes de travail, 5 minutes de repos, vous faites complètement autre chose, 25 minutes de travail concentré, 5 minutes de repos, vous faites autre chose, etc. Attention cependant, parce que sur mes recherches, il est dit qu'en fonction des individus, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en fonction des individus, certains vont avoir des Pomodoro qui vont être différents, qui vont être plus adaptés à eux que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien certains, pour eux, ça va être adapté de faire 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Mais pour d'autres individus, ça va être peut-être mieux de faire 50 minutes, 10 minutes, 50 minutes, 10 minutes. Pour d'autres, ça va être plus efficace de faire 15 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 3 minutes. Donc, essayez différents types de Pomodoro, cherchez différents types de Pomodoro, je vous en mettrai en description quelques-uns, et adaptez-vous votre Pomodoro en fonction de ce que vous pensez être le mieux. Donc bien sûr, encore une fois, il faut que vous testiez, que vous regardiez qu'est-ce que vous correspond le mieux, et en faisant ça, vous allez pouvoir avoir votre propre Pomodoro, le Pomodoro qui vous correspond le plus, et l'utiliser pour votre méthode de travail pour être efficace au maximum. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça t'a sincèrement plu, parce que ça m'a demandé beaucoup de travail de créer ce modèle-là, de le simplifier au maximum pour que tu puisses tout comprendre. Si ça t'a plu, s'il te plaît, prends 10 secondes pour mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, pour partager cette vidéo à un des amis à qui ça pourrait être utile, également pour t'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore déjà fait. Et si tu as des questions sur ce schéma ou des questions annexes, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.